Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Vayakel, Pekoudé, post-Purim pour Torah Box. Guerre autour de la conscription en Israël. Angela Merkel applique son plan. Neymar alimente les rumeurs. Alors, c'est le sujet récurrent en Israël, à savoir est-ce que les orthodoxes doivent faire l'armée ou pas. On sait que les lignes ont beaucoup évolué depuis l'invalidation de la loi Tal, donc cette loi historiquement qui provenait d'un accord entre Ben Gourion et les orthodoxes au début de l'État. Il disait que celui qui est Torato Umanuto, ça veut dire que le métier c'est finalement l'étude de la Torah, il est dispensé de l'armée. Évidemment, tout le monde revient en disant que cet accord est caduque dans la mesure où il concernait quelques centaines de personnes, au plus 1000 personnes, et qu'aujourd'hui, au Hachem, on parle de dizaines de milliers de personnes, de Bachoré et Shivot, qui se trouvent dispensés de l'armée. Alors, la question est vraiment compliquée, puisque la Cour suprême a rendu cette loi anticonstitutionnelle, qu'on est aujourd'hui dans le cadre d'une coalition à la proportionnelle en Israël, où les partis orthodoxes représentent plus d'une dizaine de mandats, et qu'aujourd'hui la coalition, sur 120 sièges, on a une coalition entre 60 et 62 mandats, donc du coup, les anicroches sont impossibles. Alors a fortiori, une anicroche entre le ministre de la Défense Lieberman, notoirement anti-religieux, et qui a rejoint la coalition depuis peu, avec 4 mandats. Et de l'autre côté, les partis orthodoxes, qui représentent 12 mandats. Et donc du coup, on a aujourd'hui, encore une fois, savoir si ça va être ce point-là, puisqu'on en cherche, sachant qu'on a cessé de le rappeler lors de ces news, c'est l'une des coalitions les plus solides de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est un système très compliqué, le système politique. Il ressemble beaucoup au système de la 4ème République en France, avec cette valse de gouvernement. Et là, on a un gouvernement qui tient la route. Alors, c'était pas gagné parce qu'on a une très faible majorité, mais en fait, chacun trouve son intérêt, que ce soit aussi bien les sionistes religieux que les centristes de Carlon, etc., qui finalement ont besoin de cette stabilité et ont réussi à faire avancer les choses. Alors là, la dernière chose en date, c'est le budget. Alors, depuis 2 ans, le budget en Israël est biannuel. Et donc là, Carlon, qui utilise évidemment le budget comme l'outil principal de sa politique sociale de mise en concurrence dans l'immobilier, de mise en concurrence dans pas mal de secteurs, eh bien, il a dit, voilà, moi c'est soit, donc lui il a 10 mandats, et il dit, Carlon, que si c'est soit on valide ce budget, soit il s'en va du gouvernement. Et les orthodoxes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on validera le budget qu'une fois qu'on aura trouvé une solution sur la conscription des orthodoxes. Parce qu'on ne va pas revenir encore à chaque fois avec ces images de jeunes orthodoxes tirés de la yeshiva, mis en prison, etc. etc. Alors, pour rappel, on rappelle que le Rav Eliashiv n'était pas contre l'armée, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il faut évidemment aménager l'armée, c'est un peu ce qu'a essayé de faire Rav Steinman pour créer des unités orthodoxes. Mais en tout cas, l'idée c'est que celui qui n'est pas capable d'étudier, alors il y a une grande mitzvah qui s'appelle faire l'armée. Mais celui, encore une fois, toute proportion gardée, non mixte, cacheroute, Shabbat, etc., etc. Mais ensuite, à côté de ça, ceux qui sont faits pour étudier, qui veulent étudier, pas qui s'inscrivent dans une yeshiva et qu'en réalité ils vont travailler au supermarché, eh bien ceux-là, ils doivent étudier. Eh bien, fondamentalement, c'est le cœur de la paracha de Vayakel, puisque toute la paracha de Vayakel qui reprend les parachutes d'avant, à savoir que chacun qui est Nediv Libo, qui est prêt à donner son cœur, d'accord, eh bien celui-là il faut le recevoir, et celui-là on va valoriser ses qualités. C'est-à-dire que s'il sait travailler la pierre, il va travailler la pierre, s'il sait travailler le bois, il va travailler le bois. Mais fondamentalement, la Torah ne fait que valoriser les qualités intrinsèques des personnes. Eh bien, c'est justement ce point-là qui serait très intéressant. De dire, attendez, ces jeunes-là, ils veulent étudier la Torah. Alors, ce qui les anime, c'est d'étudier la Torah. Alors,
Certes, on a besoin de soldats, mais bon, fondamentalement, en termes numériques, on parle de, par génération, de 10 000, 8 000 orthodoxes qui vont être dispensés par classe d'âge. Et face à ça, on a 80 000, 90 000, 100 000 jeunes du pays. Donc en fait, on va dire, mais attendez, si fondamentalement, on peut pas créer une armée en s'appuyant sur des gens qui n'ont pas envie d'y être, c'est pas possible. Donc du coup, on a des gens qui veulent étudier, on a des gens qui ne veulent pas étudier, d'accord? Pour qui l'étude de la Torah n'a pas encore de goût. Eh bien, on va reconnaître les forces. Celui qui veut absolument faire partie d'une unité combattante ou qui veut travailler à Shmoné Mataim dans l'unité de renseignement, mais on doit lui donner la possibilité. Et là, c'est ça le message de la Torah. On pourra créer un Mishkan, d'accord, une place pour Hachem, que si chacun est valorisé dans ses qualités. Alors comme je disais, Vayakel, c'est véritablement une reprise de Tetzavé, de Kitissa, dans une moindre mesure, de Teruma, où en fait finalement on vient, on dit voilà, donc on a bien réuni les différents matériaux. Une fois qu'on a réuni les matériaux, on a pris les équipes, et voilà, on a commencé, on a construit, on a fait les parois du Mishkan, on a créé l'intérieur, on a créé le toit, etc., etc. Et finalement, on a meublé la menorah, la table, etc., etc. Et donc, du coup, alors, tout le monde se pose la question de pourquoi la Torah, qui est si avare de mots d'habitude, eh bien, ne dit pas tout simplement, eh bien, sous la direction de Betzalel et de Aholiav, toutes les prescriptions de Moshe qu'Hachem lui avait transmises ont été respectées. Et donc, du coup, on s'éviterait une paracha très longue, dans lequel d'ailleurs, si vous faites attention, il n'y a absolument pas d'arachi, puisque tout a déjà été dit. Et là, hein, c'est vraiment un point clé. Alors, on va répondre de la façon suivante. On est ici en train de créer un Mishkan. Comme on a expliqué à chaque fois, hein, le principe même du Mishkan, c'est Ve'asuli Mikdash Shachanti Betocham. Ils me feront un sanctuaire, mais le principal pour Hachem, c'est pas d'avoir un sanctuaire où il va résider, puisque Hachem, par définition, il n'est pas lié par le temps, ni par les lieux, par le lieu. Donc en fait, le principe même, c'est qu'il va résider en eux. Le but du Mishkan, c'est que chacun va faire attention, on va répéter, revoir, etc., etc. Et chacun va s'affiner dans le travail du Mishkan pour justement faire devenir lui-même un mini-temple, un mini-sanctuaire. C'est ça qu'on attend. Et donc fondamentalement, pour y arriver, d'accord, il faut être sans cesse avec un plan. Le but dans la vie, c'est de construire son plan, de mettre en place les choses, d'affiner son plan. Évidemment, il faut demander conseil, etc. Mais une fois qu'on a un plan, une fois qu'on a une direction, c'est de le mettre en œuvre. Et là, on a un exemple assez frappant, puisqu'il faut apprendre, Baruch Hashem, de tout le monde. Angela Merkel, 63 ans, 12 ans au pouvoir en Allemagne, la femme la plus puissante du monde de loin depuis des années, puisque l'Allemagne est une des économies les plus puissantes au monde. Eh bien, ça fait 5 mois qu'elle est dans une situation très complexe, comme elle n'a jamais été. Elle a essayé alors qu'elle était largement favorite dans les sondages, une fois encore ça s'est déjoué, et elle a obtenu qu'une très faible majorité, qui ne lui a pas permis de construire son gouvernement, et ça a tracé sur sa droite. Elle a été voir les Verts, c'est une force assez importante en Allemagne. Elle a été voir plus à droite ou les libéraux, et finalement elle n'a pas réussi à créer de gouvernement. Et là, elle a annoncé à tous, voilà, pour l'Allemagne, ce qu'il faut, c'est refaire, ce qui a déjà été fait dans le passé, une union sacrée de CDU-CSU, ça veut dire les sociodémocrates, donc la gauche, avec le parti de droite d'Angela Merkel, pour créer une union sacrée qui va permettre de pouvoir conduire l'Allemagne, encore une fois, dans le bain des nations. Eh bien, encore une fois, Angela Merkel, cette semaine, a réussi, puisqu'il y a eu un vote interne à la CDU, et 66% des votants ont validé ce plan de rapprochement avec Angela Merkel. La force, c'est sa grande force, c'est d'annoncer ce qu'elle va faire, de prendre les bonnes équipes, de ne pas hésiter à
élargir son champ, etc., etc. Et c'est le rouleau compresseur. Eh bien, ça, on doit s'inspirer de ça, d'avoir des projets, de formaliser ces projets et de mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ses ambitions. Alors enfin, Neymar, on en a peu parlé cette année au vu en tout cas comparativement à ce qu'on en parle partout dans les journaux, l'homme le plus cher du monde, le footballeur le plus cher du monde, une clause de 222 millions levée pour l'acquérir, d'accord, pour le PSG du Qatar, et derrière un salaire mirobolant, 36 millions d'euros par an, et Neymar qui, après quelques mois, est à l'infirmerie. Alors, c'est vraiment pas de chance pour les Parisiens parce que quand on prend la carrière du prodige brésilien, il n'a jamais raté plus que 3 matchs. Et là, alors, il y a eu tout un imbroglio lors du Classico avec Marseille. Il s'est fait mal tout seul. Savoir si oui ou non c'était un petit truc, ou bien il fallait l'opérer. Il ne fallait pas vraiment l'opérer. Et là, il y a eu toute une guerre technique, psychologique entre le PSG d'un côté, qui joue son année contre le Real de Madrid en Ligue des Champions la semaine prochaine, et derrière le Brésil qui joue son année avec la Coupe du Monde en Russie en fin d'année, et donc, et le père de Neymar qui alimente les rumeurs, ou justement qui dément quand les Parisiens disent non, c'est pas grand chose, le père qui dit pas du tout, il va se faire opérer, etc., etc., et tout un cafouillage médiatique. Et en face de ça, on doit mettre Pécoudé, la paracha de Pécoudé. Alors, la paracha de Pécoudé, c'est Moshe qui, une fois avoir récupéré tout cet or, cet argent, ce cuivre, ces cuirs, etc., etc., eh bien, il fait le compte. Il dit voilà, donc on a créé ça, voilà ce qu'on a utilisé, etc., etc. Le principe, c'est que le fait de dire, d'accord, le fait de faire clairement un bilan, ça éteint les rumeurs. C'est ça la force d'un homme public. Et là, on voit qu'on est tout à fait à l'opposé de ça. Maintenant, les gens continuent à prier pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Alors, ce qui va être très beau, c'est que le PSG va se qualifier sans lui, d'accord, parce qu'ils sont tous remontés. Et évidemment, on va le montrer dans les tribunes en train de soutenir son équipe malgré une blessure importante au pied. Bon, ils lui ont mis une petite vis, hein, c'est pas, d'accord. C'est juste que le Brésil a voulu voir, hein, a voulu absolument qu'il soit vraiment en forme. Donc, la vis va permettre au métatarse de se resserrer rapidement et donc du coup de gagner 1 ou 2 mois dans la rééducation, ce qui fait qu'il sera en pleine forme, d'accord, au détriment du PSG. Donc bref, en tout cas, le principe c'est quoi? C'est la force ou non, et chacun à notre niveau, d'alimenter les rumeurs. Ce qu'il faut, c'est tuer la surinterprétation. Comment? En disant les choses. Il faut dire les choses. C'est vraiment fondamental de dire les choses. C'est ça le message de Moshe Rabbeinu, un grand dirigeant. Voilà. Ce qu'on souhaite évidemment à tous, c'est de bonnes news. On souhaite un miracle avec le Real de Madrid. Et on vous souhaite encore une fois de très bonnes news à tous et à très bientôt.